Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire GRAPPA qui porte en fait sur l'innovation et la valorisation des coproduits et notamment sur les opportunités de financement de ce projet. Euh, Vous êtes nombreux à être inscrits ici aujourd'hui avec nous, donc je vais prendre encore 1 minute pour permettre aux participants de se connecter et par la suite, on va démarrer notre réunion. Encore une petite minute et on va démarrer. Les participants augmentent. Donc, juste une petite minute pour permettre au plus, en tout cas, de nous écouter. Quelques informations de base. Avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré. Les micros et les caméras des participants normalement sont désactivés. Vous pouvez utiliser l'onglet Conversation pour poser vos questions aux intervenants tout au long du webinaire. Nous répondrons à ces questions à la fin du webinaire et vous allez recevoir tant les supports des présentations ainsi que le lien vers les replays. Je vous propose de commencer. Donc, un petit aperçu du déroulé d'aujourd'hui. Nous allons nous présenter. Donc, moi-même, Sarah Botti du pôle de compétitivité Innovalliance, accompagnée par Cécile Fontaine du pôle Vagralim. Nous allons vous présenter le projet GRAPPA et notamment le cahier des charges de l'appel à projet d'innovation qui est l'objet aujourd'hui de notre présentation, l'éligibilité et la typologie des projets qui sont ciblés, les calendriers de l'appel et on va vous expliquer comment candidater et où obtenir de l'aide. On terminera par la suite avec les questions et les réponses. Quelques mots de présentation. Donc, moi-même, je m'appelle Sarah Botti. Pour qui ne me connaît pas, je suis la responsable des projets européens du pôle de compétitivité français Innovalliance. Il s'agit du pôle de compétitivité du végétal et de la naturalité en France. Nous avons un réseau de plus de 300 adhérents, mais notre écosystème est bien plus large. Nous sommes basés dans le sud-est de la France. Nous couvrons toute la chaîne de valeur du végétal et comment il est exploité dans les secteurs agroalimentaires, nutraceutiques, cosmétiques, les arômes et les parfums. Les adhérents en fait de notre réseau sont divers et variés. Nous avons les entreprises de filière, des offres, des solutions techniques, des centres de recherche, des centres ethniques, des établissements de formation, des autorités locales. Nous œuvrons pour la transition écologique et technologique de l'agriculture à destination de nos 4 filières phares et nos thématiques stratégiques sont l'agriculture générative, donc on s'intéresse aux biosolutions, à la biodiversité, l'économie circulaire et l'upcycling, les développements d'ingrédients et le nutritionnel et bien-être. Nous offrons plusieurs services, donc d'information et réseautage, le support à l'innovation et des services pour des supports au développement et à la croissance de nos adhérents. Voilà, Cécile, je te laisse prendre la main et te présenter. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, mon nom, c'est Cécile Fontaine. Je suis chef de projet en économie circulaire au niveau du pôle Wagralim. Alors, le pôle Wagralim, c'est un peu le pendant de Innovalliance, mais au niveau wallon. Donc, nous, on est un pôle de compétitivité, mais avec un focus un petit peu différent, dans le sens où on est vraiment focus sur l'agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. On est un réseau aussi de plus de 300 membres. Mais finalement, Wagralim, c'est le connecteur entre les différentes structures que vous pouvez voir à l'écran, donc toutes les entreprises de l'agroalimentaire. On travaille énormément avec notre fédération aussi, avec tout ce qui est université, haute école, centre de recherche, bien évidemment les acteurs de la formation, et on est très présent tant au niveau wallon qu'au niveau européen.
Slide suivante, s'il te plaît. Oui. Alors, Wagralim, en fait, nous, notre objectif, c'est de travailler à un système agroalimentaire durable et circulaire. Et pour ça, on a vraiment trois grands piliers, trois grands axes. C'est de travailler sur un système agroalimentaire interconnecté et durable, de travailler à une industrie efficiente et transparente, et alors, bien évidemment, tout ce qui est nutrition et consommateur. Ce sont dans ces trois axes que l'ensemble des projets qu'on va pouvoir suivre, des projets d'innovation vont pouvoir s'inscrire. Et notre objectif, c'est d'innover. Et innover, on innove pour plus de résilience, on va innover pour plus d'emplois aussi, et innover pour plus de durabilité. Et donc, Wagralim peut aider les porteurs de projets, les entreprises à se développer, à tenter d'innover dans le monde actuel qui nous entoure. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de Wagralim, on va directement passer à l'objectif de la journée, à savoir, ou en tout cas du webinaire, à savoir le projet Grappa, donc le cahier des charges de l'appel. Alors, qu'est-ce que c'est Grappa? Grappa, c'est un projet européen qui soutient les PME agroalimentaires européennes en favorisant l'innovation systémique, la résilience et la durabilité dans la production et la transformation alimentaire. Et donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'aider toutes ces entreprises, tout cet écosystème à travailler sur la valorisation de leur biomasse et en créer de la valeur. Et donc, on va essayer d'aider les entreprises, les PME, à devenir plus écologiques, plus numériques et plus résilientes. L'appel à projet en tant que tel, oui, parfait. L'appel à projet en tant que tel, il a démarré hier, donc le 26 mars, et c'est un appel à projet qui va se dérouler en deux cut-offs, c'est-à-dire qu'on a deux ouvertures d'appel à projet. La première se terminera le 26 mai, donc c'est du 26 mars au 26 mai, 17 h, et le second, ce sera pour le 20 octobre 2026, 17 h. Ce qui est très important à savoir, c'est que cet appel, en fait, c'est un appel qui permettra de distribuer un peu plus de 2 millions d'euros, donc pour un minimum de 35 projets au niveau de l'Europe. Mais il y a des montants qui sont différents entre le premier cut-off et le deuxième cut-off. À savoir, il y a une provision qui a été faite d'un peu plus de 1 million, donc 1 380 000 pour le premier cut-off, et de 640 000, donc la moitié pour le second cut-off. Alors, qui peut postuler à cet appel? Ça peut être soit des projets individuels, soit des projets collaboratifs, mais ce qui est absolument important, c'est que ça soit mené par des PME. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir aider ces PME à travailler à de nouveaux processus, à de nouveaux produits ou éventuellement de nouveaux services, ou ça peut être une combinaison de l'ensemble, pour avoir des processus produits et services qui arrivent sur le marché. Donc, l'objectif du call c'est pas du tout des projets de recherche, on est sur des TRL beaucoup plus importants. Donc, qu'est-ce que c'est que les TRL? Ce sont des niveaux de maturité technologique. Donc, ce sont des projets qui doivent déjà avoir une certaine maturité, qui peuvent être financés dans le cadre de ce projet. Et donc, la maturité qui est demandée dans le cadre de ce projet, c'est 6 au niveau des TRL. Et la durée du projet est de 12 mois maximum. C'est un projet européen, donc les candidatures doivent être rédigées en anglais. Maintenant, avec les outils qu'on a d'intelligence artificielle, il est tout à fait possible de rédiger votre projet en français et d'être épaulé par certains outils pour candidater correctement en anglais. Mais par contre, ce qui sera extrêmement important aussi, c'est qu'on demande aux porteurs de projets de participer à une présentation. Donc, ils devront faire un petit pitch lors d'un sommet qu'on va organiser dans le cadre de Grappa. Et ce sommet se passera en 2027. C'est un sommet qui est extrêmement important dans le cadre de ce projet parce que ça permettra notamment aux acteurs de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter de leur projet et peut-être aussi, en tout cas c'est ce qu'on espère, aller plus loin dans le développement de projets de valorisation de biomasse. D'autres conditions, c'est donc voilà, des projets qui impliquent, comme on avait dit, ce sont soit des projets individuels, soit des projets collectifs. Donc ça peut impliquer soit une seule PME, auquel cas on peut aller à des projets qui vont jusqu'à 60 000 euros,
Ou alors, ça peut être des projets collaboratifs. Et là, on peut avoir des projets de 2 à 3 PME. Et là, on pourra avoir un financement jusqu'à 90 000 € ou 90 000 suivant la région. Alors, les taux de financement, c'est 100%. Donc, votre projet est 100% financé, mais on demande une contribution financière. Alors, ce n'est pas le projet Grappa en tant que tel qui demande la contribution financière, c'est au niveau européen. Il y a une contribution financière privée d'au moins 15% qui est demandée. Alors, ces 15% qui sont demandés, ça doit être absolument soit sous forme de ressources financières propres ou emprunt, mais il faut avoir un justificatif. On vous donnera le détail des types de dépenses qui sont éligibles dans le cadre de ce projet. Ce qui est très important à savoir, c'est que les RH, par exemple, donc les ressources humaines, sont tout à fait éligibles, mais dans la contribution financière, il faudra avoir des preuves. Et donc, les RH ne font pas partie des 15% demandés en ressources propres. Donc, dans les coûts éligibles, on a les frais de personnel. Ça peut aller jusqu'à 80% du budget total. Ça peut être de l'expertise externe. Il faut faire attention qu'il y a un maximum de 30% pour les organismes de recherche et de formation. Mais ça peut être tout autre type d'expertise externe aussi. On peut très bien avoir, par exemple, des études de marché. Ça peut être voilà, des frais de déplacement aussi, des frais d'équipement. Mais dans les frais d'équipement, ce qui est important, c'est uniquement les coûts d'amortissement sur l'année du projet. Et alors, tout ce qui est autres biens et services. Deux petites règles aussi, une PME peut ou un consortium peut présenter une demande, mais une seule demande pour le cut-off 1 et peut éventuellement faire une deuxième demande lors du cut-off 2. Par contre, le montant maximal qui est accordé par PME ne doit pas dépasser 60 000 € au total. Donc, si vous êtes dans un projet collaboratif ou dans deux projets collaboratifs, par exemple, et que les deux sont à 30 000 €, vous pouvez très bien postuler au cut-off 1 et cut-off 2. Par contre, là où il faudra faire aussi attention, c'est qu'il y a d'autres types de cascade funding via d'autres projets européens. Et donc, si vous êtes déjà impliqué dans d'autres types de projets, alors à ce moment-là, il faudra veiller à ne pas dépasser au total ces 60 000 €. Le mécanisme d'évaluation, donc on a 4 grandes sections qui vont être évaluées. La première, la plus importante, c'est vraiment tout ce qui est excellence technique, faisabilité, viabilité du projet. Donc ça va compter pour 50% des points. Ensuite, on a tout ce qui est impact et durabilité. Là aussi, c'est quand même vraiment un critère important au niveau de cet appel. La suivante, c'est capacité, expertise de l'équipe. Vérifiez que vous avez bien les expertises internes suffisantes. Et si vous n'avez pas les expertises internes suffisantes au niveau de l'équipe, que vous êtes bien allé les chercher à l'extérieur. Et le dernier, c'est tout ce qui est budget. Donc, que votre projet soit en accord avec le budget proposé. Il y a à chaque fois un seuil. Donc, ce seuil, c'est si votre projet n'atteint pas 35 points sur 50 en excellence, s'il n'atteint pas 17,5 sur 25, 7 sur 10 et 10,5 sur 5 au niveau du budget, alors à ce moment-là, le projet ne sera pas accepté. Donc, les projets doivent avoir au minimum 70 sur 100 pour pouvoir être acceptés. Le projet qui a 70%, ça ne veut pas dire qu'il sera automatiquement financé parce qu'il y a aussi un ordre de je vais pas dire de priorité, mais La liste des notations. voilà, entre les différents projets. Merci Sarah. Slide suivant, oui. Alors, au niveau du paiement, on a 2 versements. Donc, on aura un premier versement qui pourra être fait au moment du lancement du projet. Donc, le projet, tout va se passer assez rapidement. Sarah aura l'occasion de vous présenter la timeline. Mais donc, ce que vous devez retenir, c'est que 50% peuvent être versés au début du projet et 50% seront versés à la fin du projet. Quand on aura la preuve et le rapport que l'ensemble du projet s'est bien déroulé.
Livrable attendu. Donc, dans le cadre, ce ne sont pas des projets qui sont très lourds, ce sont des projets qui nécessitent un petit peu de rédaction, mais nettement moins que d'autres outils qu'on peut connaître. Par contre, il faut absolument que nous, on puisse avoir un suivi de ce que vous faites au niveau des projets. Et donc, on demande à chaque entreprise de nous fournir un rapport intermédiaire expliquant là où ils sont arrivés, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont dû être modifiées dans le cadre de ce projet-là. Ensuite, on a le rapport final. Et donc ça, c'est les deux gros points au niveau des projets. Après, ce projet Grappa, il s'inscrit dans une logique systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette logique systémique? C'est que quand on va lancer un projet, on ne doit pas seulement réfléchir au côté technique, technologique, mais il faut bien réfléchir à toutes les dimensions. Est-ce que, au niveau du marché, on a bien réfléchi au positionnement du produit final ou du process final? Est-ce qu'on a bien réfléchi en termes de réglementation? Et voilà, toutes ces dimensions-là doivent absolument être prises en compte. Et donc, nous, on va apporter une aide aux porteurs de projets pour essayer de maximiser la réussite finale du projet pour travailler dans cette idée d'innovation systémique. Un autre point qui est demandé, c'est de participer, on en a déjà parlé, au pitch lors du symposium Grappa en juin 2027. Ce sont des frais qui sont éligibles dans le cadre de votre projet. Et alors, de bien utiliser tout ce qui est matériel pour les communications officielles. Un petit point sur l'éligibilité et la typologie des projets ciblés. Donc, voici les types de projets qui sont éligibles et un exemple de type aussi de projets qui ne sont pas éligibles. Donc, c'est facile, il faut absolument que ça ait un lien avec les entreprises alimentaires, que ce soit en amont ou en aval. À savoir, en amont, on a les coproduits qui viennent de l'industrie agroalimentaire, qui pourront être soit valorisés dans tout ce qui est alimentaire, dont les nutracétiques et alors tout ce qui est emballage comestible. On a les valorisations aussi en cosmétique. Au niveau du secteur agricultural, donc tout ce qui est biosolutions, tout ce qui est nourriture animale et pet food également. Et par contre, si on a des coproduits qui viennent d'autres secteurs, il faut absolument que ces coproduits-là soient valorisés à destination du secteur alimentaire. Ce qui n'est pas éligible, c'est tout ce qui vient d'un secteur autre que le food et qui est valorisé dans un secteur autre que le food. Ou alors, ce qui vient de n'importe quel secteur, donc même si c'est le secteur alimentaire, et qui est valorisé par exemple en énergie, qui est valorisé en packaging ou bioplastique, qui est valorisé en matériel de construction ou en textile. Donc là, avec ça, vous avez déjà une belle vue sur ce qui est éligible ou pas. Je vais vous donner quelques exemples un peu plus concrets, peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc, des exemples de valorisation éligible. L'extraction de fibres alimentaires à partir de coproduits de fruits en vue d'application dans l'industrie agroalimentaire. Ça peut être aussi des projets d'extraction de polyphénols et d'antioxydants à partir de coproduits du vin en vue d'application dans les nutracétiques, les cosmétiques et les boissons fonctionnelles. Et un dernier exemple, ça pourrait être des ingrédients fonctionnels issus des drèches de brasserie. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de projets non éligibles. Alors, des biostimulants élaborés à partir de sous-produits agricoles. Pourquoi? Parce que ça ne part pas d'une industrie agroalimentaire et ça ne va pas dans une industrie agroalimentaire. Des bioplastiques non comestibles élaborés à partir de drèches de brasserie. Là, le problème, c'est que ce sont des bioplastiques non comestibles et donc ce n'est pas éligible. Ou alors des coproduits agroalimentaires destinés au compostage. Maintenant, je vais vous donner un petit exemple d'un projet qui a été développé dans le cadre d'un autre appel à projet qui s'est clôturé il y a quelques mois, mais qui avait une philosophie relativement similaire. C'est l'exemple d'un projet de valorisation de marc de pommes
en cuillère comestible. Donc à la base, ce sont 3 entreprises qui se sont mises ensemble pour pouvoir développer ce projet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on est sur de la valorisation de marc de pomme, donc c'est bien de la valorisation de coproduits. Il y a un vrai impact parce que ce sont des coproduits qui sont déjà en quantité assez importante au niveau de la Wallonie et qui en plus ont un vrai potentiel. Euh, C'était intéressant, c'était un projet collaboratif, mais comme on a dit, on n'est pas du tout obligé d'être dans cette idée de projet collaboratif. On peut très bien avoir un projet individuel par PME. Et puis, le dernier axe, c'est l'innovation. Donc là aussi, on va absolument mettre le focus là-dessus. Quand on parle d'innovation au niveau de l'échelle régionale. Donc un projet qui est innovant sur l'échelle régionale, mais qui existe déjà dans une autre région d'Europe et qui est adapté au contexte de notre propre région, est considéré comme innovant. Il faudra prouver, il faudra montrer qu'on a fait ses recherches, mais donc on parle bien d'innovation régionale et pas d'innovation à l'échelle européenne. Si vous voulez d'autres exemples de projets qui ont été financés dans le cadre de Be Resilient, vous pouvez vous rendre sur notre site i4BE. Il y a un Skill Hub qui reprend l'ensemble des projets, ou en tout cas une grosse partie des projets qui ont été développés et avec les résultats de ceux-ci. Alors, je laisse maintenant la parole à Sarah pour le calendrier des appels. À moi maintenant de vous présenter en fait la timeline et les dates clés à venir. Donc, vous l'avez entendu de la part de Cécile, l'appel a été publié hier après-midi à 17h. On ne pouvait pas faire plus rapidement pour cette webinaire de présentation. La clôture de l'appel aura lieu les 26 mois, donc dans 2 mois précis à 17h. Après, s'ouvrira une étape d'évaluation des candidatures. Va clôturer les début juillet. La liste finale des projets retenus pour ce premier cut-off sera publiée les 15 juillet et tous les candidats recevront une réponse. Si leur dossier est retenu, si leur dossier n'est retenu, vous aurez une réponse de notre part. Pour les dossiers retenus, ça s'ouvrira ensuite l'étape de préparation des contrats. Attention, elle va avoir lieu pendant la période d'été. Nous le savons bien, mais nous ne pouvons pas faire différemment. Les entreprises sélectionnées devront se tenir prêtes à fournir les documents demandés par le partenaire qui va gérer la contractualisation. La signature des contrats aura lieu entre les 26 août et les 9 septembre. Les débuts des projets est envisagé pour le 16 septembre et vous recevrez tout de suite le premier paiement, prépaiement, parce que pour nous, c'est impératif de le verser avant la fin de septembre. Donc, le démarrage des projets, on vient de le dire, est prévu en septembre 2026. Vous aurez un rapport intermédiaire à fournir en février 2027. On vous demandera de participer à cette summit européenne en juin 2027. La date, ni les lieux sont encore pas connus, mais on vous tiendra au courant dès que cela sera fixé. Et les rapports finaux de votre projet sera attendu en septembre 2027. Ça veut dire que les dépenses seront éligibles jusqu'à août 2027. Cela pour le premier cut-off. Pour les projets qui seront sélectionnés au deuxième cut-off, l'ouverture de l'appel reste le même, mais donc les cahiers des charges sera le même. L'ouverture, c'est c'est la clôture. L'ouverture du deuxième cut-off, c'est les 20h à 20h le 17. L'évaluation des candidatures aura lieu par la suite. La liste finale sera déposée le 15 décembre 2026. Il y aura une étape de préparation des contrats qui va s'ouvrir par la suite. Signature des contrats entre fin janvier 2027 et début février. Les débuts des projets aura lieu en mi-février 2027 pour des prépaiements qui auront lieu avant la fin du mois de février 2027. Encore une fois, démarrage du projet février 2027. Participation cette fois
à European Food and Biomass Summit en juin 2027, un rapport intermédiaire prévu pour août 2027, fin des projets fin janvier 2028 pour un rendu du rapport final en février 2028. Comment candidater et où obtenir de l'aide? Bon, pour candidater, il faut se rendre sur notre plateforme i4b.eu/grappa. Il faudra télécharger l'appel à proposition, donc le Call for Proposal. Il contient toutes les informations concernant cet appel. Il faudra télécharger les formulaires de candidature. On l'appelle Applicant Proposal Form. Il faudra le remplir. Cette forme, en fait, c'est là où vous allez décrire votre projet du point de vue technique et vous allez aussi nous fournir les éléments budgétaires. Et il faudra aussi remplir la déclaration sur l'honneur. Au moment de la soumission, ces deux documents, donc l'applicant proposal form et la declaration of honor, doivent être complétés correctement. Chaque document doit être signé et tamponné par le représentant légal de votre entité, puis doit être converti dans un seul fichier PDF à être téléchargé sur le formulaire en ligne qui est disponible, encore une fois, sur cette plateforme i4bu.eu/grappa. Une fois que vous allez appuyer sur le bouton Apply Now, il y a un petit formulaire à remplir en ligne et vous pouvez télécharger à ces moments-là ces formulaires de candidature en PDF. Les éléments principaux que vous allez voir dans cette application form. Alors, on va vous demander plusieurs sections, des informations générales sur votre projet, là où on va établir l'excellence technique, la faisabilité et la viabilité de votre projet. Donc, on vous demandera de décrire votre projet, les caractères innovants, quelle est la valeur ajoutée de votre solution. On vous demandera de justifier le niveau de TRL tant de départ que celui que vous visez à la fin, donc 12 mois après de votre projet, la faisabilité de votre concept, le plan de travail et quelle est l'innovation que vous apportez grâce à votre projet du point de vue environnemental. On va demander aussi quels sont les impacts et quelle est la durabilité de votre projet, donc les impacts du point de vue environnemental, économique et social sur votre écosystème et à quel point votre solution est réplicable. Et ensuite, on va vous demander de nous fournir des éléments pour évaluer la capacité et l'expertise de votre équipe. Donc, le profil des partenaires, si vous êtes à plusieurs, ou les profils de votre entreprise si vous êtes tout seul, l'expertise et la qualité de votre équipe, et on va vous demander de fournir une analyse des risques. Attention, chacun de ces critères a une limite des caractères qui est imposée. Et vous aurez aussi une contrainte au niveau de la longueur totale de votre candidature. Pour ces 3 sections, uniquement, votre candidature ne doit pas dépasser les 18 pages. Donc, vous devrez trouver le juste équilibre entre les limites des caractères qui est imposée pour chacune des réponses et la limite des caractères qui est imposée au niveau de ces 3 pages. Ensuite, donc c'est exclu de cette longueur de la candidature la présentation du budget qui doit être fait pour chaque entreprise qui candidate. Et donc, si vous êtes une candidature individuelle, vous aurez un unique budget à fournir. Si vous êtes à plusieurs, ces tableaux doivent être remplis pour toutes les entreprises partenaires du projet collectif. Dans le budget, il faudra nous fournir en fait des éléments sur les frais de personnel que vous envisagez, l'expertise externe, si vous envisagez de la sous-traitance, les frais de voyage, l'équipement, Cécile l'a dit, uniquement les frais d'amortissement et tout ce qui peut être autres biens et services, comme peut être des consommables, des frais d'impression, etc. Pour chaque catégorie, on va vous demander une courte explication et on va vous demander de nous donner le budget total.
La somme de toutes ces catégories, donc, se donnera le total du projet sur lequel la contribution des GRAPA peut arriver à maximum, ceci l'a dit, 60 000 euros par PME. Et à cela, donc, vous devez nous montrer en fait quel est le cofinancement privé que vous allez apporter. Pour justifier de ces comment vous allez apporter ces cofinancements, vous pouvez nous donner l'explication dans les tableaux. Je m'explique. On l'a dit tout à l'heure, on peut considérer que le frais de votre voyage vers l'European Food and Biomass Summit soit considéré comme votre apport à un cofinancement, donc à ressources privées, et qui soit considéré comme les cofinancements que vous apportez à ces projets. À ce moment-là, vous allez le détailler dans les tableaux, dans l'explication des frais de voyage. La deuxième partie ou élément essentiel de l'application form, c'est la déclaration sur l'honneur qui doit être signée et tamponnée par l'entreprise qui dépose les projets. Donc, si un cas de projet collectif, c'est une unique PME. Un cas de projet collectif, c'est la PME qui va déposer les projets en tant que coordinateur qui doit remplir ces documents, donc la déclaration sur l'honneur qui concerne l'absence des critères d'exclusion, l'absence des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, dans l'Applicant's Application Form, vous allez trouver aussi deux annexes qui expliquent donc avec des instructions générales sur la candidature et la clarification sur comment monter votre budget. Ces deux annexes doivent disparaître du document final que vous allez télécharger en tant que candidature finale. Et recevoir de notre côté pour déposer ces dossiers. Donc, dans tous les pays partenaires de ces projets, nous avons établi un single point of contact. Et le rôle de ces SPOC, comme on les appelle, c'est d'apporter des clarifications sur les cahiers des charges. Ces clarifications sont apportées par email et vous pouvez nous envoyer vos messages jusqu'au 19 mai à 17 h pour le premier cut-off et jusqu'au 13 octobre pour le deuxième cut-off. On s'engage à vous apporter une réponse dans les plus brefs délais. Les SPOC francophones sont moi et Cécile, mais vous allez les voir dans les cahiers des charges où vous allez trouver l'ensemble de SPOC aussi sur d'autres pays qui sont couverts aujourd'hui par le projet. Et enfin, une petite précision pour les entreprises uniquement qui sont établies en région Auvergne-Rhône-Alpes en France, elles peuvent bénéficier d'un dispositif qui s'appelle Région Industrie, chercher des financements européens. Il s'agit d'une aide régionale pour se faire accompagner dans le montage d'un dossier de réponse, aussi à un appel à projet à cascade, comme il est GRAPA. Cette aide s'est traduite en fait pour une prestation externe des conseils. Cette aide est destinée aux entreprises, donc TPE, PME et ETI, installées en Auvergne-Rhône-Alpes uniquement, et qui relèvent de l'industrie et des services de l'industrie. Donc, l'aide, ça a un format élargi sous forme des subventions pour un maximum de 70% des dépenses éligibles. On peut choisir donc une prestation des conseils parmi des prestataires qui sont référencés et uniquement ceux qui sont référencés par la région. Il y a un plafond d'aide et un nombre de jours d'accompagnement qui est défini par un comité de validation. Si cette aide vous intéresse, il faudra remplir une fiche d'intention. Ensuite, on passera à l'étape des diagnostics et au final, votre dossier passera à un comité de validation. Si retenu, voilà, l'aide sera déclenchée. Si vous souhaitez avoir des précisions sur cette aide, vous pouvez me contacter. Je suis ambassadrice pour la région Auvergne-Rhône-Alpes de cette aide. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le projet GRAPA et les activités que nous allons
organiser dans ces cadres, bah, vous pouvez aller consulter notre site Internet, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et vous abonner à notre newsletter. Enfin, vos contacts en France et en Belgique, c'est moi et Cécile. Pour ma part, j'ai terminé. Je laisse la place aux questions qui commencent à arriver. Alors, 12 secondes. Première question, est-ce que les projets collaboratifs seront favorisés par rapport aux projets individuels? Cécile, tu veux donner ton avis? Oui, non, les projets collaboratifs ne seront pas favorisés par rapport aux projets individuels, mais ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir la bonne expertise. Et donc, voilà, c'est plutôt au niveau de l'expertise des projets, mais il n'y aura pas de favorisation entre collaboratifs ou individuels. Est-ce que le marc de raisin est bien considéré comme un coproduit de l'industrie agroalimentaire? Tout à fait. Le marc de raisin est bien considéré comme un coproduit de l'industrie agroalimentaire. Pardon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager. Nous sommes là pour y répondre. Je vous rappelle aussi qu'en ce qui me concerne personnellement, la semaine prochaine, je participerai aux Journées de la naturalité organisées par Innovalliance à Avignon. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour discuter de votre projet. Benoît Poisson demande, pouvez-vous donner plus d'informations sur les TRL niveau 6 égal? Oui. Et alors, je vois qu'il y avait une main aussi levée, mais je ne Oui. suis pas sûre qu'on puisse prendre. L'idée, c'est que, je répète, les questions sont prises uniquement dans la conversation ou en utilisant la question et réponse, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'information sur les TRL, donc il existe des échelles pour pouvoir voir la maturité de votre projet. Et donc, ces échelles s'appellent les échelles TRL. Mais c'est là, on regarde uniquement la maturité technologique des projets. C'est-à-dire qu'un projet, quand il se développe, on a l'idéation. Et puis après, on va commencer à faire un petit peu ça peut être des testings, mais vraiment sur un premier jet. Et en fait, l'idée d'avoir des TRL 6, donc de niveau 6, c'est d'avoir des projets qui ont déjà un certain niveau de maturité, que ce soit dans la technologie qui pourrait être apportée. Donc, si vous n'avez aucune preuve que la technologie peut fonctionner soit pour un autre coproduit, soit pour le même coproduit que vous voulez valoriser, mais qui est enfin, cette technologie a déjà été prouvée dans une autre région, alors à ce moment-là, vous risquez d'être plus sur des projets de recherche. Et c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter, nous, c'est d'avoir des projets de recherche. Ce qu'on veut, ce sont des projets qui finalement manque le dernier petit coup de pouce pour pouvoir, pour pouvoir être réellement sur le marché. Oui, exactement. Là, on passe, vous avez fait votre preuve des concepts, vous avez fait vos premiers tests laboratoires. Là, il s'agit de passer à l'étape suivante, donc d'optimiser votre process pour arriver à l'industrialisation et ensuite vous approcher les plus possibles au lancement sur le marché de votre technologie, produit ou solution. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Je vais essayer de faire rapide. Est-ce que la valorisation des coproduits issus des coproduits de la mer ou produits carnés sont éligibles? Oui, les produits de la mer sont éligibles au moment où ils sont transformés. Donc, on va chercher les coproduits transformés, les coproduits des produits de la mer transformés, et la même chose vaut pour les produits carnés. Je n'ai pas bien compris les 60 000 € d'aide par PME ou 90 000 € si deux PME. Alors oui, si vous avez un projet individuel, vous pouvez demander jusqu'à 60 000 € d'aide pour la PME. Et si vous montez un projet collaboratif, vous pouvez avoir uniquement des PME en tant que partenaires et vous pouvez être maximum 3 partenaires et demander une aide allant jusqu'à 90 000 €. Mais attention, la limite des 60 000 € d'aide
par PME s'appliquer. Bonjour, est-ce que la valorisation des coproduits de l'aquaculture est éligible? Oui, je ne sais pas si c'était moi qui Je devais pense répondre, que mais oui, donc la même réponse que pour les autres. À partir du moment où on est dans de la transformation, alors à ce moment-là, c'est tout à fait éligible. est-ce qu'un Alors là, labo est éligible? Oui, oui, pardon. Est-ce qu'un labo est éligible en tant que partenaire d'un projet collaboratif? Vous devez avoir un statut de PME au sens communautaire du terme. Dans les cahiers des charges, vous trouverez aussi un petit outil mis à disposition par la Commission européenne pour vous aider à déterminer si vous êtes un PME au sens communautaire du terme. Cela, c'est vraiment une contrainte que nous avons au niveau de la Commission. Alors, d'autres questions. Délai d'instruction d'aide consultant aura, compatible pour être mobilisé avant dépôt fin mai. Oui, normalement, les délais d'instruction sur ces appels à projets, ils sont au courant au sein de la région de la nécessité d'aller très rapidement sur ces dossiers. Donc, ils sont assez rapides. Est-ce que les salaires des administrateurs sont éligibles? Qu'est-ce qui peut exactement, qui peut être exactement utilisé pour justifier l'apport privé des 15%? alors oui, les salaires des administrateurs peuvent être éligibles, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui peut être utilisé, en fait, la sous-traitance, donc si vous faites des études, comme on en avait déjà parlé, que ce soit des études marketing, que ce soit des études, même encore certaines analyses qui doivent être faites, ça peut Propriété être aussi intellectuelle. voilà, propriété intellectuelle, ça peut être aussi tout ce qui est, on l'a dit, transport. Donc, si vous avez besoin de vous rendre dans une foire, aller voir un fournisseur, les frais liés au symposium, tout ça, c'est éligible aussi. Si vous avez, par exemple, besoin d'envoyer des échantillons de vos coproduits à une institution X ou Y, c'est aussi éligible. Donc voilà, c'est tout, en fait, tout ce qui finalement aura une facture, un ticket ou autre et qui peut rentrer dans cet apport privé de 15%. Ce qui n'est pas éligible, c'est vraiment l'apport, donc les ressources humaines, dire qu'on met à disposition une personne pendant X heures et ça représente les 15%, ça, c'est pas éligible. Si échec la phase 1, peut-on redéposer en phase 2 en octobre avec un dossier amélioré? Dans ces cas-là, alors, si vous passez les seuils des 70 points au cut-off 1, mais vous n'êtes pas financé, vous avez deux options. Soit vous redéposez le même dossier sans aucune modification, votre dossier ne sera pas réévalué et vous gardez votre note initiale. Soit vous avez décidé d'apporter des améliorations à votre dossier et dans ces cas-là, on ne va pas considérer votre premier dossier, on redémarrera le processus d'évaluation. Alors, je vais prendre Alors la suivante, d'autres. c'est est-ce que l'on doit être industrie de l'agroalimentaire ou est-ce qu'un centre technique ayant un projet alimentaire peut convenir? Ben là, je pense que ça rejoint la réponse que Sarah a donnée aussi. C'est vraiment la définition. Donc, nous, le projet, il est à destination des PME. Donc, c'est vraiment les PME qui sont ciblées dans le cadre, dans le cadre du projet. Est-ce que le lactosérum est considéré comme un coproduit? Oui. Oui. Tout à fait. Sur la valorisation des produits d'origine animale, on a déjà donné notre réponse. Est-ce que le bois détail d'un pommier n'est pas éligible? Correct? Non, pas correct. Ça dépend de qu'est-ce que vous faites avec votre bois détail d'un pommier. Si vous faites des extraits pour des arômes ou vous faites des extraits à valoriser dans lin nutracétique, dans ce cas-là, vous êtes éligible. Si vous faites des extraits de votre bois détail pour utiliser des molécules dans la production des biosolutions, par exemple, vous n'êtes pas éligible.
Y a-t-il un nombre maximum des PME et d'acteurs? Par exemple, nous sommes deux PME avec pour objectif d'intégrer aux machines des transformations d'écoproduits. Nous fabriquons la machine et l'autre PME, un producteur des jus, l'installe sur site. Nous allons nous entourer de bureaux d'études et de plusieurs autres acteurs experts. C'est la compte comme des acteurs ou co-applicants. Alors, alors, je vais déjà répondre à la première partie et comme ça, tu as l'occasion de lire la deuxième partie de la question. Donc, oui, il y a un nombre maximum de PME, c'est 3. Donc, par projet, on peut avoir maximum 3 PME. Maintenant, si vous allez travailler, par exemple, avec des bureaux d'études ou d'autres acteurs experts, effectivement, ils peuvent être considérés comme plutôt des sous-traitants. Alors, à ce moment-là, ils seront dans le budget sous-traitance. Mais au niveau des PME, le projet doit être de 1 à 3 PME maximum. Quelles sont les dépenses privées? On a déjà en fait répondu largement, il me semble, à cette question. Nous avons un budget qui sera supérieur à 10 000 ou 90 cas. Les restes à charge seront pris en charge par les deux PME. Est-ce que c'est OK? C'est à vous de décider quelle partie de votre projet vous voulez inscrire dans ces cahiers des charges. Rappelez-vous, nous devons aussi tenir en compte la faisabilité de votre projet dans les 12 mois. Et est-ce que la construction d'un prototype et son opération sur les terrains, donc TRL 5-6, est éligible? Non. Vous devez être à TRL 6 au démarrage de ce projet, de votre projet. Donc, en septembre 2026, votre projet doit justifier d'un TRL 6 un minima. Alors, quel est le montant max qui peut rentrer dans la section consommable autres biens sans rentrer dans la case équipement? Je ne suis pas sûre qu'on ait un montant max pour la section consommable autres biens, mais comme on le disait, il faut que le budget soit cohérent. Et donc, les consommables autres biens, c'est vraiment autre chose que la case équipement. Consommable autres biens, pardon, consommable autres biens, on va avoir, donc comme je le disais, par exemple, on a besoin ou c'est peut-être toi qui le disais, Sarah, de feuilles, je ne sais pas, où on a besoin de n'importe quel type de consommable dans le cadre du projet. Alors à ce moment-là, c'est vraiment dans cette section. Équipement, c'est si vous avez besoin d'investir dans un équipement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez considérer l'amortissement de l'équipement, c'est-à-dire que sur les 12 mois du projet, vous calculez le pourcentage d'occupation de l'équipement par rapport au projet. Et ça peut être mis dans ces cases-là. Mais donc, ce sont vraiment deux choses différentes. Il n'y a pas de montant max, mais par contre, on regardera la cohérence de l'ensemble du projet. Alors, j'avais loupé une question tout à l'heure. Est-ce que l'on doit être industrie de l'agroalimentaire ou est-ce qu'un centre technique ayant un projet alimentaire peut convenir? Non, nous avons comme règle imposée par la Commission européenne de financer uniquement des PME au sens communautaire du terme. Un centre technique peut être un sous-traitant, par exemple, mais des mémoires, il y a une limite de 30% sur la sous-traitance à des universités, centres techniques ou acteurs aussi impliqués dans la recherche. Il faudra regarder les cahiers des charges par rapport à ça. Autre question, la durée du projet est de 12 mois ou peut-être plus ou moins. Vous pouvez justifier d'une durée des projets inférieure à 12 mois, mais il faudra bien nous expliquer pourquoi. Mais vous ne pouvez pas aller au-delà des 12 mois des durées de votre projet. Il y a encore une question au-dessus Aurélie. Est-ce que je peux être porteur de projet si j'ai une entité en France, mais que mon coproduit est valorisé dans un pays hors Europe? J'aurais tendance à dire non, mais dis-moi, toi, Sarah, ce que tu en penses. C'est aussi la dimension en fait environnementale qu'on va tenir en compte. Hein. N'oubliez pas que cela aura un impact probablement négatif sur cela. Ça dépend aussi de comment vous allez collaborer avec cette entité. Mais j'aurais la tendance à dire, nous ne pouvons pas financer des structures qui sont... Alors, il y aura des limites aussi sur le pays éligible, l'Europe entière éligible.
Tous les pays qui sont associés au Single Market Programme sont aussi éligibles, mais ça dépend donc d'où s'agissent ces pays hors Europe, où c'est tout. Et alors, peut-être un point supplémentaire, il y a des critères sur l'impact au niveau de l'écosystème. Donc, il y a l'impact au niveau de l'environnement, mais aussi de l'écosystème. Et donc, si le coproduit est valorisé hors Europe et qu'il n'y a pas d'impact au niveau de l'Europe en tant que tel, alors à ce moment-là, le projet ne sera pas bien évalué. Si on a Il y déjà a une... reçu un financement de 30 000 euros dans notre projet type cascade, on peut donc demander un maximum 30 000 euros à Grappa. Oui, c'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Cette limite de 60 000 euros par PME s'impose. C'est imposé par les cahiers de charges non seulement des Grappa, mais de manière plus générale, ça nous a été imposé par la Commission européenne. Faites bien attention à cela. Dans les questions, je vois encore une question qui est plus pour toi, Sarah. Délai d'instruction aide consultant aura J'ai déjà compatible pour répondu. être... Ah, J'ai génial. répondu, j'ai dit en fait, oui, vous inquiétez pas, la région est au courant de la nécessité en fait d'accélérer l'instruction de cette typologie des dossiers, mais comme je le disais, pour pouvoir prétendre à l'aide de la région Nora, il faut d'abord remplir une fiche d'intention. Ensuite, on déclenchera une étape de diagnostic de vos besoins à l'Europe et seulement après, votre dossier passera un comité de validation. Donc, cela peut prendre entre 10 et 15 jours, hors période des vacances parfois. Donc, si vous êtes intéressé par cette aide, sollicitez-le rapidement. Et alors, on a encore une question ici de Isaline. Est-ce que la PME porteur de projet doit nécessairement appartenir au secteur agroalimentaire ou est-elle éligible tant que son projet porte sur la valorisation de coproduits agroalimentaires? Donc oui, tout à fait, comme on mettait au niveau de l'éligibilité, pardon, soit l'entreprise appartient au secteur agroalimentaire et peut valoriser dans une série de catégories, soit l'entreprise n'appartient pas au secteur agroalimentaire, mais valorise son produit, son coproduit au niveau du secteur agroalimentaire et à ce moment-là, c'est tout à fait éligible. Y a-t-il une date limite si on a reçu un financement via un autre cascade funding? Exemple, s'il y a 3 ans. On doit vérifier cette réponse en toute honnêteté et transparence. Moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, Cécile. Moi non plus, il faut vérifier effectivement. Sachez qu'un FAQ sera publié sur les sites du projet, mais Daniel, je vous invite à nous recontacter par email pour qu'on puisse vous apporter aussi une réponse directement, même avant possiblement que le premier FAQ soit publié. Si on est déjà engagé dans un projet type Horizon, pas de possibilité de candidater à Grappa, non, ce n'est pas impossible. C'est vraiment la limite qui se pose, c'est sur le cascade funding, euh, parce que le cascade funding n'est pas soumis au régime des minimis. Mais voilà, aussi, le double financement de la même action est interdit. Donc, vous devez aussi veiller à cela. Et comme le disait Sarah, c'est vraiment deux types de projets différents. Donc, entre Horizon et Cascade Funding, on n'est pas du tout sur les mêmes typologies de projets. Et ce qui est assez intéressant pour les entreprises, c'est que les financements de type Cascade Funding ne sont pas soumis aux minimi. C'est-à-dire que si vous avez des limites au niveau de vos minimi, vous pouvez tout à fait postuler au niveau du Cascade Funding Grappa. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Vous avez encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Ou si on a loupé une question, n'hésitez pas à la remettre devant. Comme ça, ça nous permettra de pouvoir y répondre. On a essayé de regarder dans le Q&A et au niveau de la conversation. Alors, puisque je ne vois pas apparaître d'autres questions,
Donc, je vous propose d'arrêter. Ah, avez-vous un retour d'expérience sur le nombre des dossiers sur ce type de cascade funding? On a déjà travaillé sur des projets relativement similaires. Je vous ai donné l'exemple de Be Resilient. Alors, c'est très différent. Je pense que le nombre de dossiers dépend fortement de la qualité du dossier. Donc, il y a un pourcentage de financement plus important que dans d'autres types de projets européens. Maintenant, ce qui sera vraiment important, c'est de prendre en compte l'ensemble des demandes du projet et de bien respecter, je vais dire, les différents critères. Donc, j'ai pas de pourcentage à donner en tant que tel, mais un projet bien préparé a toutes ses chances de pouvoir passer. Je ne sais pas, Sarah, si toi, tu veux ajouter quelque chose. Non, je n'ai pas de pourcentage. Ce sont des dossiers pour ceux qui n'ont jamais pratiqué du financement européen. C'est des dossiers relativement simples à remplir, mais qui dit simple ne veut pas dire compétitif. Donc, veillez bien à comment vous structurez, vous présentez votre projet. Je pense que Sarah, voilà, ouais. nous avons en fait, j'espère, dernière question, dans un projet collaboratif, faut-il mieux avoir des partenaires de plusieurs pays? On est dans les cadres d'un projet collaboratif européen. Alors, on n'est pas ici attendu sur avoir des partenaires d'autres projets, mais, pardon, des partenaires d'autres pays, mais on aime toujours voir que la collaboration entre structures de plusieurs pays, voilà, on aime toujours voir l'association des structures d'autres pays. Ce n'est pas en soi demandé par ces cahiers des charges. C'est peut-être au niveau de l'impact que ça peut être intéressant si on a des partenaires de plusieurs pays. Ça veut dire qu'on touche aussi parallèlement plusieurs régions ou plusieurs pays. Et donc là, c'est pas tellement que le projet collaboratif avec des partenaires de plusieurs pays sera mieux, d'office mieux évalué, mais c'est plutôt en termes d'impact où potentiellement vous pourrez avoir un impact plus important. Petit dernier point, si vous avez des demandes spécifiques, si vous avez des besoins de collaboration, si vous recherchez voilà, des partenaires, que ce soit via Sarah ou via moi-même, suivant la région dans laquelle vous êtes, mais comme on a eu la dernière question, ça peut être aussi des projets collaboratifs entre les deux régions. N'hésitez surtout pas à vous manifester. Donc, si vous avez voilà, déjà un projet en tête et sur lequel vous souhaitez vous développer, nous, on peut vous apporter aussi une aide dans l'identification de partenaires potentiels ou dans voilà, le questionnement, entre guillemets, du projet. Je vous remercie pour votre participation. Vous avez été nombreux aujourd'hui à nous suivre. J'espère que l'explication ont été claires. J'espère de voir des dossiers de votre côté. Cécile, tu veux dire un mot? Alors, merci beaucoup aussi et puis au plaisir de collaborer avec vous pour la suite de Grappa. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end et au revoir. Merci. Au revoir.